Regardez le 24 News, il est 19h. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité. À la une ce soir, les tensions entre les États-Unis et l'Iran s'exacerbent à nouveau entre pourparlers en arrêt et reprise du dialogue. Le porte-parole de la diplomatie iranienne affirme que son pays est en phase de finalisation d'un protocole d'accord composé de 14 clauses. La médiation pakistanaise toujours en marche. Le chef de l'armée pakistanaise s'est entretenu avec le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi. En toile de fond, les dernières initiatives diplomatiques visant à prévenir une nouvelle escalade. Et puis nous irons à Raza, toujours sous le feu des bombardements sionistes, dans un contexte de pénurie et de précarité extrême. L'hôpital de campagne de la Croix-Rouge à Rafah demeure un maillon essentiel pour la survie des Gazaouis. Et enfin, l'Algérie engagée pour la protection de sa référence nationale et de sa diaspora. Le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Shamseddine Hafiz, réaffirme cet engagement en application des directives du président Abdelmajid Tebboune. Bonsoir à toutes et à tous. Les tensions entre les États-Unis et l'Iran s'exacerbent à nouveau. Ces dernières 24 heures ont été pour le moins mouvementées entre pourparlers en arrêt et reprise du dialogue annoncé ce samedi. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmail Baqai, a affirmé que son pays était en phase de finalisation d'un protocole d'accord en vue de mettre durablement fin à la guerre au Moyen-Orient, indiquant à la télévision d'État IRIB que son pays avait voulu d'abord rédiger un protocole d'accord composé de 14 clauses. Pour sa part, l'armée pakistanaise a déclaré que les négociations des dernières 24 heures ont permis de réaliser des progrès encourageants vers un accord final. Selon le Financial Times, les médiateurs pensent être proches d'un accord pour prolonger de 60 jours la trêve. Le porte-parole de la diplomatie iranienne qui a par ailleurs déclaré à la télévision d'État que le processus avait progressé vers une réduction des points de désaccord, ajoutant qu'il faut attendre les 3 jours ou 4 prochains jours pour voir comment la situation évoluera. On écoute. Je peux dire qu'au cours de la semaine écoulée, le processus a progressé vers une réduction des points de désaccord. Mais certains points restent à aborder par le biais des médiateurs. Il nous faut attendre les 3 ou 4 prochains jours pour voir comment la situation évoluera. Il ne faut pas oublier que l'hostilité des États-Unis envers la nation iranienne remonte à plusieurs décennies. Concernant la question nucléaire, en particulier, nous ne pouvons ignorer les manquements répétés des États-Unis à leurs engagements. Je dirais que nous sommes à la fois très loin et très près d'un accord, car d'une part, nous constatons des déclarations contradictoires du côté américain. Leur position a changé à plusieurs reprises et les responsables américains ont exprimé des contradictions. C'est pourquoi nous ne pouvons pas être sûrs que cette approche ne changera pas. Mais d'autre part, après plusieurs semaines de discussions entre les deux parties, nous pouvons dire que le processus progresse vers un rapprochement des points de vue. Espérant une évolution positive d'ici lundi, le président américain Donald Trump a affirmé que la crise avec l'Iran prendrait bientôt fin, soulignant qu'il avait réussi, je cite, à empêcher l'Iran de posséder l'arme nucléaire. Le Wall Street Journal, citant des responsables de la Maison-Blanche, a rapporté que le président Trump n'avait pas encore pris de décision concernant les prochaines étapes, indiquant qu'il avait fait part à ses conseillers de son souhait de donner plus de temps à la diplomatie avec l'Iran, sans pour autant exclure de lancer des frappes en cas d'échec des discussions.
Au fait, on se porte très bien. Bon, déjà, le Venezuela, c'était incroyable, pas vrai. Maintenant, l'Iran, leur marine, leur armée de l'air, tout a disparu. Leurs dirigeants sont partis. Et si vous lisez les fausses informations, vous croiriez qu'ils vont très bien. Mais non, ils veulent tellement se résigner. On a la meilleure armée du monde. Malgré les efforts diplomatiques consentis notamment par le Pakistan, la situation reste tendue et aucun accord ne semble se profiler à l'horizon pour l'heure. Alors que pour l'Iran, les pourparlers de paix doivent donner la priorité à la fin de la guerre et à la levée des sanctions, les États-Unis, de leur côté, font de la prévention de l'acquisition de l'arme nucléaire par l'Iran leur priorité absolue. Sohila Kilal revient justement sur les récents développements de cette guerre au Moyen-Orient. Le torchon brûle toujours entre les États-Unis et l'Iran et les points de discorde persistent toujours. Ce 23 mai, l'Iran a une nouvelle fois accusé les États-Unis de saboter les négociations de paix avec des positions contradictoires et demandes excessives répétées. Des facteurs qui, selon le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, perturbe le processus de négociation mené sous l'égide du Pakistan. Araghchi a assuré que malgré la situation actuelle, l'Iran reste engagé dans le processus diplomatique de manière responsable et sérieuse, s'efforçant de parvenir à un résultat raisonnable et équitable. Alors que les médiateurs s'efforcent d'éviter une nouvelle escalade, les déclarations de Trump vendredi sur les réseaux sociaux, annonçant son absence au mariage de son fils ce week-end en raison de circonstances liées au gouvernement, ont laissé entendre que l'escalade américaine était imminente. D'ailleurs, selon un reportage de CBS News, les responsables de la défense du renseignement ont commencé à mettre à jour les listes de rappel des troupes américaines stationnées au Moyen-Orient, une mesure visant toujours, selon la même source, à réduire la présence américaine en prévision d'éventuelles représailles iraniennes. Si les alliés américano-sionistes venaient à lancer dans les prochains jours des frappes à court terme contre des cibles économiques iraniennes, telles que les installations énergétiques, pour obliger Téhéran à conclure un accord, les forces armées iraniennes assurent avoir élaboré de nouveaux plans opérationnels pour contrer toute action provocatrice en déployant de nouveaux équipements, frappant de nouvelles cibles, employant de nouvelles approches stratégiques et ouvrant de nouveaux fronts au-delà de ses frontières actuelles. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Ismail Baghai, a d'ailleurs exposé les principales revendications de l'Iran, à savoir la fin des actes criminels américains contre le peuple iranien, la levée totale des sanctions, le dégel des avoirs iraniens détenus à l'étranger et la fin du blocus maritime imposé par les États-Unis, qu'il a qualifié de violation flagrante du droit international. Le chef de l'armée pakistanaise, Asim Munir, s'est donc entretenu plus tôt à Téhéran avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi. Selon un communiqué, les deux parties ont échangé leur point de vue sur les dernières initiatives diplomatiques visant à prévenir une nouvelle escalade. Pour sa part, le président du Parlement et négociateur en chef iranien Mohammad Bagher Ghalibaf a affirmé que Téhéran ne cédera pas sur les droits des Iraniens face à Washington, qu'il estime, je cite, pas sincère et pas digne de confiance. Mohammad Bagher Ghalibaf a ajouté que les forces armées iraniennes ont reconstruit leurs capacités durant cette période de trêve. Je vous propose de l'écouter. En parallèle, le département des relations publiques de la marine du corps des gardiens de la révolution islamique a annoncé ce samedi que 25 navires, dont des pétroliers, des porte-conteneurs et des navires commerciaux, ont traversé le détroit d'Ormuz au cours des dernières 24 heures après avoir obtenu les autorisations nécessaires et en coordination avec la marine des gardiens de la révolution pour sécuriser le passage. L'instance militaire iranienne a ajouté dans un communiqué que le passage des navires s'est déroulé dans le cadre de mesures réglementaires et de sécurité strictes afin de garantir la sécurité de la navigation dans le détroit, soulignant que la marine des gardiens de la Révolution continuait d'imposer un contrôle ferme sur le détroit d'Ormuz.
Justement, à Bandar Abbas, dans le sud de l'Iran, l'activité portuaire ralentit sur fond de tension autour du détroit d'Ormuz. Les habitants, eux, vivent dans l'incertitude. Les détails avec Maria Chouillard. À Bandar Abbas, les quais sont plus calmes que d'habitude. Située au bord du détroit d'Ormuz, cette ville portuaire vit en grande partie du commerce maritime. Mais les tensions régionales et les discussions autour de l'avenir de cette voie stratégique restent incertaines. Les habitants sont plongés dans l'incertitude. Honnêtement, dans ces conditions, je doute qu'un accord soit possible, car les États-Unis exigent des concessions totales de la part de l'Iran, et l'Iran ne fera pas de concessions aussi facilement. D'une manière ou d'une autre, ils veulent réouvrir le détroit d'Ormuz et mettre fin à l'enrichissement d'uranium en Iran, et je doute que l'Iran soit disposé à faire de telles concessions aux États-Unis. Mais dans cette ville portuaire, tous ne voient pas la situation de la même manière. Certains considèrent que la fermeture du détroit constitue un moyen de pression stratégique qui renforce la position de l'Iran dans les négociations. Maintenant que le détroit est fermé, c'est bien. Les conditions de travail et les affaires stagnent. Mais c'est mieux, l'Iran a l'avantage, et c'est tant mieux. Ici, dans ce port clé du sud de l'Iran, le ralentissement de l'activité est devenu visible. Les ouvriers portuaires sont parmi les premiers touchés par les perturbations du trafic maritime. Beaucoup espèrent désormais un accord qui permettrait de relancer l'économie locale. Je suis profondément bouleversé, car la fermeture du détroit d'Ormuz fait peser une pression économique considérable sur la population. Les dockers, par exemple, sont aujourd'hui presque tous en chômage technique. La réouverture de ce détroit permettrait à l'économie de se redresser. Le peuple souffre, quoi qu'il arrive. Le fardeau de cette guerre pèse davantage sur le peuple que sur l'Iran ou les États-Unis. Quoi qu'il arrive, il est préférable qu'un accord soit trouvé pour mettre fin à cette guerre. Pas loin du port, les commerçants constatent eux aussi une baisse dans leur activité, alors que le pouvoir d'achat des habitants s'érode dans un contexte marqué par les incertitudes liées au conflit. Ça a beaucoup baissé. Nos ventes ont chuté brutalement parce que les gens n'ont pas d'argent à cause de la guerre et parce que personne ne les aide. Pour de nombreux Iraniens, l'espoir repose désormais sur une reprise rapide du trafic maritime et sur un accord qui permettrait de soulager la population. Les effets de la guerre au Moyen-Orient se font lourdement ressentir. 27 pays ont activé leurs mécanismes nationaux de crise afin de pouvoir solliciter un financement auprès de la Banque mondiale, et ce pour faire face aux répercussions économiques mondiales découlant de cette guerre. Le document de la Banque mondiale n'a pas précisé les noms de ces pays ni le montant total des fonds potentiellement demandés. Cependant, des responsables au Kenya et en Irak ont confirmé avoir sollicité un soutien financier rapide auprès de l'ABM pour surmonter les répercussions du conflit, telles que la forte hausse des prix du carburant et la chute brutale des revenus pétroliers. L'acharnement sioniste contre le Liban se poursuit. 10 personnes, dont 6 secouristes et une fillette, sont tombées en martyrs dans 2 frappes sionistes vendredi dans le sud du pays. Selon le ministère libanais de la Santé, les frappes ont ciblé le village de Deir Qanoun al-Nahar dans la région de Taïr. Le bilan de cette agression barbare contre le Liban s'élève donc à présent à 3123 martyrs et 9506 blessés depuis le 2 mars dernier. حي سكني مليء بالسكان. C'est un quartier résidentiel densément peuplé. Les habitants sont revenus pendant le cessez-le-feu. Un cessez-le-feu malheureusement fragile. Ils se croyaient en sécurité. Bien sûr, l'ordre d'évacuation donné en pleine nuit a surpris les personnes qui dormaient chez elles. Les équipes d'ambulance de l'association Risala ont évacué les immeubles, en particulier les personnes handicapées et âgées. Elles ont mis les occupants des étages supérieurs en sécurité. La police municipale de Taïr a bouclé les routes avoisinantes pour empêcher toute intrusion. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes. Mais comme nous l'avons constaté, l'immeuble a été entièrement détruit.
Et puis l'armée libanaise a annoncé que l'une de ses casernes dans le sud du pays a également fait l'objet d'un ciblage sioniste délibéré, ce qui a entraîné la blessure d'un soldat dans la nuit de vendredi à samedi. Ils étaient nombreux justement ce samedi à assister aux funérailles de 3 médecins libanais tombés en martyrs dans une attaque sioniste dans la région de Taïr au sud du Liban. Familles, amis et collègues ont fait leurs derniers adieux aux secouristes. Alors que l'on prodiguait un massage cardiaque aux blessés, une deuxième ambulance est arrivée et l'ennemi sioniste a pris pour cible le personnel médical. Ce sont des personnes dont le travail est humanitaire. Elles soignent les blessés, fouillent à main nue et dégagent les décombres afin que s'il y a un martyr, elles puissent le transporter à l'hôpital pour l'inhumation. Car honorer les morts exige une sépulture digne. Des équipes médicales censées bénéficier d'une protection internationale ont été prises pour cible. Il s'agit de secouristes bénévoles. Toutes les équipes de l'association islamique Risala sont composées de secouristes bénévoles qui ne reçoivent aucune rémunération si ce n'est celle d'être présents auprès de nos familles et de notre communauté pour les soigner. Zoom à présent, Madame, Monsieur, sur le génocide sioniste à Gaza et qui dit nouveau jour, dit nouvelles agressions contre les civils. Le bilan s'est une nouvelle fois alourdi ce samedi, atteignant les 72 783 martyrs et 172 779 blessés, dont en majorité sont des femmes et des enfants. Selon les autorités palestiniennes de la santé, les corps de 8 martyrs ainsi que 29 blessés ont été transférés vers les hôpitaux de la bande, et ce uniquement au cours des dernières 24 heures. Dans ce contexte, 2 bâtiments résidentiels du centre de Gaza ont été ciblés ce samedi par une série d'attaques aériennes sionistes, faisant 2 blessés et causant d'importants dégâts. Au moins 5 policiers et un garçon de 13 ans sont également tombés en martyrs dans le nord de la bande suite à un autre bombardement plus tôt dans la journée. Hier soir, un de mes voisins a été contacté et prié d'évacuer le quartier. On lui a donné un délai pour partir. Il était environ 22 heures. Il n'y avait pas le temps de courir, de prendre ses enfants. Rien. Tout le monde courait. J'ai 7 fils mariés. Nous sommes sortis dans la rue. Ce qui s'est passé ensuite, ce n'était pas seulement une attaque contre un bâtiment, mais contre tout un pâté de maisons. Ils disent qu'il y a eu une trêve et que la sécurité est revenue, mais on est de retour à la case départ et la guerre a recommencé. Au milieu d'une crise humanitaire et sanitaire extrême dans la bande, l'hôpital de campagne de la Croix-Rouge à Rafah demeure un maillon essentiel de la chaîne de production, fournissant des soins médicaux urgents aux blessés et aux malades malgré les menaces sécuritaires persistantes et les graves pénuries de personnel et de fournitures. Madame Zenzitouni. Ici, c'est l'hôpital de campagne de la Croix-Rouge à Rafah, synonyme de survie et d'espoir pour beaucoup de Gazaouis. 2 ans après sa création en tant qu'installation temporaire en plein génocide, la structure médicale va pouvoir, grâce à des travaux de remise en état et de modernisation, continuer à sauver des vies.
Cette modernisation a grandement contribué au maintien en activité de l'hôpital de campagne de la Croix-Rouge dans le sud de la bande de Reza et au soutien continu du système de santé dans la bande. Elle permettra d'augmenter le nombre de lits de 60 à 72 et comprendra des améliorations concrètes au bloc opératoire, aux consultations externes et aux urgences, ainsi que le développement des services de soins post-opératoires, ce qui contribuera à réduire la surpopulation au sein de l'hôpital. Le processus de modernisation et d'agrandissement de l'hôpital de campagne n'a pas été une tâche facile, car les équipes d'ingénierie et de logistique ont dû relever de nombreux défis liés à la situation sécuritaire et à la difficulté d'acheminer le matériel et les équipements nécessaires. Comme vous pouvez le constater, l'hôpital est constitué de tentes lors de sa création il y a 2 ans, en mai 2024. Il était conçu pour fonctionner temporairement pendant 6 mois maximum en tant qu'hôpital de campagne en zone de conflit. Or, 2 ans plus tard, l'hôpital est toujours là et les besoins humanitaires et sanitaires persistent. Il était donc nécessaire d'entreprendre un vaste programme de rénovation des infrastructures vétustes et endommagé afin que l'hôpital puisse continuer à fonctionner plus longtemps. Les patients, quant à eux, perçoivent l'hôpital comme un refuge. Nombre d'entre eux expriment leur gratitude pour les services médicaux proposés, même si l'anxiété continue de peser sur leur quotidien. Je sors tout juste du bloc opératoire. Dieu merci, l'équipe médicale a soigné ma blessure par balle et a retiré les éclats d'obus et les corps étrangers. Fruit d'une collaboration entre le Comité international de la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge palestinien et 16 sociétés nationales de la Croix-Rouge à travers le monde, cette coalition humanitaire internationale déployée pour pallier l'effondrement du système de santé dans l'enclave reste le seul espoir pour des milliers de patients gazaouis. On passe au reste de l'actualité. Le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Borali, effectue à partir de ce samedi une visite à Minsk, capitale de la République de Biélorussie, et ce dans le cadre du renforcement de la coopération parlementaire bilatérale. Et puis on en parlait tout à l'heure en titre, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Shamseddine Hafiz, a affirmé lors d'une rencontre officielle organisée à la mosquée Al-Furqan à Lille, en présence du responsable français Bertrand Gaume, que l'Algérie poursuivait son engagement indéfectible en faveur de la protection de la référence religieuse nationale et de la défense des intérêts de la communauté algérienne à l'étranger, et ce en application des directives du président algérien Abdelmajid Tebboune. Très heureux, monsieur le préfet, disparition, le décès de ma petite famille et ma grande famille. Et je sais peut-être pas certains parmi vous qui voyaient à Paris, c'est un... Nous sommes ce soir à la mosquée Al-Furqan, ici à Lille. C'est pour moi un plaisir renouvelé de venir ici à la rencontre de notre communauté qui est importante ici à Lille. Et c'est pour cela que j'ai réservé ma première visite après le travail que nous avons effectué à la Grande Mosquée de Paris, ce travail qui sert aujourd'hui d'abord et avant tout les musulmans, pour qu'ils se sentent citoyens dans ce pays, pour qu'ils se sentent à l'aise à la fois en tant que citoyens et en même temps en tant que musulmans, respectant à la fois les règles de la République et de l'autre côté les valeurs de l'islam. Ça, c'est quelque chose de fondamental pour nous. Et je crois qu'ici, à Lille, c'est une vraie problématique et nous avons eu la chance d'échanger avec le préfet de région, monsieur Bertrand Gaume, qui lui-même est extrêmement intéressé par ces questions d'intégration de l'islam dans la communauté nationale. Et cette rencontre a été marquée par l'examen de plusieurs dossiers à dimension religieuse, culturelle et sociale, en premier lieu desquels la situation des imams et des enseignants de langue arabe.
À cet égard, Shamseddine Hafiz a annoncé que ce dossier connaissait des progrès tangibles à la suite de consultations directes avec le ministre algérien des Affaires religieuses et des Waqf, assurant qu'une solution définitive sera adoptée de manière à garantir la stabilité des imams et la pérennité de leur rôle dans l'encadrement de la communauté ainsi que la préservation de l'identité nationale religieuse. Lancer un grand programme de formation d'imams grâce également aux autorités algériennes qui nous aident énormément pour la formation des imams. Et à ce titre-là, nous avons donc la possibilité de former des imams en France qui puissent encadrer la communauté, Inch'Allah. Et de son côté, le président du conseil régional du culte musulman, Abdelkader Aousedj, a annoncé avoir reçu les parents d'enfants de la diaspora qui sont inscrits dans les programmes des camps de vacances en Algérie destinés aux enfants de la communauté nationale établie à l'étranger. On écoute. Nous recevrons d'une grande partie de la communauté algérienne, de la diaspora algérienne et surtout les parents d'enfants qui ont envoyé leurs enfants en colonie de vacances en Algérie pour l'été 2025. Ça nous permettra de leur donner un bilan du déroulement de cette mission qui marque nos esprits, ça veut dire autant que les enfants de 10 à 14 ans qui passent des vacances en Algérie. Voilà, madame, monsieur, on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux ou bien en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. L'actu continue sur Al24 News. Excellente soirée à toutes et à tous.